Merci beaucoup. Dernier orateur de groupe, Marietta Karamanli, pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux intervenants des éclairages apportés. Je voulais revenir un petit peu sur deux sujets. Donc, on a marqué dans le rapport, d'abord la priorité qui place pour la recherche et l'innovation. Vous en avez parlé, Monsieur Cohen, au centre de la compétitivité donc, de l'Union européenne. Il note aussi que les dépenses publiques consacrées à l'ARI manquent d'ampleur et ne sont pas suffisamment axées sur l'innovation de rupture. Vous en avez parlé. Il fait aussi la comparaison avec les États-Unis, justement, où la grande majorité des dépenses publiques aux États-Unis sur l'ORI sont effectuées au niveau fédéral, tandis que dans l'Union européenne, on dépense la même chose, mais au niveau des différents gouvernements, et seul 1/10 des dépenses est effectué au niveau de l'Union européenne, malgré les retombées importantes des investissements publics dans l'ARI du secteur privé. Alors, deux questions. La première, ce serait donc sur la recherche, justement. Dans un rapport qu'on avait présenté ici avec ma collègue Sabine Tillet, nous avions regretté que les plans justement européens et nationaux soient aussi fragmentés et que le programme aussi varié, de sorte qu'il résulte un manque de lisibilité et de visibilité. Alors, avez-vous des préconisations pour améliorer l'efficacité de ce qui existe aujourd'hui? Et sur le financement, puisque vous avez parlé aussi de les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne, comme rapporteur d'avis sur ces règles, j'avais suggéré que les tolérances au regard des nouveaux seuils puissent être vues au regard de la nature des investissements stratégiques pour l'Union européenne, comme la transition énergétique, la défense, vous en avez parlé, la recherche. Que pensez-vous donc des moyens à privilégier visant à concilier la coordination budgétaire entre États, mais aussi des investissements pour l'avenir? Merci beaucoup de votre attention et vos réponses. Merci beaucoup. La réponse, moi, je l'ai déjà donnée. Je trouve qu'il y a un élément auquel on n'accorde pas suffisamment d'importance, c'est l'emboîtement des PIEC nationaux et européens. Au fond, si on a choisi les mêmes secteurs, par exemple la batterie, par exemple le cloud souverain, par exemple les composants nano, si on a choisi les mêmes programmes, les mêmes filières technologiques, et si on constate qu'il y a des programmes nationaux et un grand programme européen, pourquoi ne pas systématiser l'emboîtement des programmes nationaux dans le programme européen? Et moi, je vois là une piste tout à fait intéressante et qui commence déjà d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est sur la base d'informations mutuelles, sur parfois des programmes qui sont des programmes communs. Mais il faut aller, à mon avis, beaucoup plus loin. Finalement, ce n'était pas donné du tout qu'on se mettrait d'accord sur les mêmes secteurs et qu'on veuille se donner les mêmes objectifs d'autosuffisance. Donc, allons-y. Ceci étant, les débuts de stratégie coopérative européenne dans ces domaines sont un peu inquiétants. Je suis avec beaucoup d'attention la stratégie batterie. Vous avez vu qu'en matière de batterie, il y a eu des alliances européennes qui se sont nouées. Il y a eu des alliances entre énergéticiens et entreprises de l'automobile. On a même décidé de bâtir des usines communes. On a même décidé parfois d'acheter de la technologie chinoise pour accélérer le transfert de technologie. Et vous constatez comme moi que la première grande usine en Suède ne démarre pas ou démarre avec des dysfonctionnements majeurs, parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on n'a pas simplement décroché en matière de recherche, en matière d'innovation, mais on a décroché également en matière de génie industriel. On ne sait plus fabriquer correctement des objets industriels. Et le fait qu'on soit allé en Chine pour acheter la technologie et qu'une fois importée en Suède, la technologie ne fonctionne pas et qu'on est en train de faire appel maintenant à des entreprises chinoises pour les aider à faire du manufacturing, ça fait réfléchir. Hein. Merci beaucoup. On était là plutôt sur le volet innovation. Il y a également le volet recherche à mentionner. Et je voudrais commencer en insistant sur le fait qu'aux États-Unis, les universités sont très largement financées par les États.
et pas par le niveau fédéral, ce qui finalement, toutes choses égales par ailleurs, tend à rapprocher de la situation de ce que l'on a en Europe, où ce sont les États qui financent les universités. On a également en Europe plusieurs pays dans lesquels il y a des grands centres de recherche pluridisciplinaires nationaux à dimension européenne, voire mondiale, les Max Planck Institute en Allemagne, le CNR en Italie, le CNRS ou l'INRAE en France. Donc on a une structure de la recherche qui fonctionnait, dirais-je, sur les subventions d'État et qui a fortement muté ces dernières années avec l'Europe de la recherche, l'ERC, qui fonctionne plutôt sur la base d'appels à projets. Et là, la direction qui est prise, c'est une sorte de double niveau avec les laboratoires et les universités d'élite d'un côté et les universités d'enseignement de l'autre. Et ce système a certainement des vertus. Il est très onéreux en termes de temps, puisque la charge administrative qui est dénoncée pour les entreprises, l'impôt papier, se retrouve aujourd'hui sur la recherche fonctionnant sur subvention d'État dans les différents pays, avec ce que l'on appelle la recherche empêchée, due justement à ce système. Donc une réforme de l'attribution des crédits de recherche à l'échelle européenne serait très largement bienvenue pour diminuer ses coûts de fonctionnement et accroître les moyens pour la recherche en tant que telle. Merci beaucoup. Il y a un autre